Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Bonjour Claire, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Alexandra, également merci de m'inviter à porter ma voix. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, ça me fait vraiment super plaisir de te recevoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, c'est le début de l'année à Lisbonne et on a retrouvé un soleil qui nous a fait un petit peu défaut ces derniers mois, ces dernières semaines, une grosse inondation, donc là c'est formidable. Voilà, c'est le ciel bleu avec une petite température très clémente pour un hiver autour de 14-16 degrés, donc c'est parfait, tout va bien. Trop bien, c'est le vrai Lisbonne qu'on connaît, parce que c'est vrai que le Mm. Lisbonne, avec ses inondations, tout ça, c'est vraiment pas le top. Ouais, c'était assez tragique en effet. Mm. Ouais. Top. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous partager ton expérience, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, comment t'en es arrivée là, tout ça? Oui, bien sûr. Alors, je suis Claire Colson. Je vis à Lisbonne depuis 2 ans. Je me suis expatriée après une vingtaine d'années à Paris. Et je suis donc hypnothérapeute, coach en hypersensibilité et naturopathe depuis une dizaine d'années. J'exerce en cabinet à Paris et voilà, je suis venue entre les deux confinements, habiter à Lisbonne. Je suis ravie de ma nouvelle vie ici. Et depuis, voilà, je travaille en cabinet à Lisbonne et aussi en présentiel. J'ai continué à suivre voilà, mes passions français, puis parfois un peu plus internationales. Ok, Donc, super. depuis 10 ans, après un parcours d'une quinzaine d'années, en fait, dans l'hôtellerie où j'étais directrice d'hôtel. Waouh. Ok, ça fait vraiment il y a un écart entre les deux, quoi. Qu'est-ce qui fait que t'as J'ai changé? fait le grand écart. Ouais. J'ai fait le grand écart grâce à des problèmes de santé. Tu vois, j'aime bien dire grâce. C'est ce Ouais. qui m'a fait découvrir en fait le monde de la naturopathie, que j'ai réussi à me soigner pour des problématiques de santé, d'hypersensibilité digestive avec beaucoup d'intolérance alimentaire, où je ne trouvais absolument pas de solution dans la médecine classique. Ok. J'avais fait un petit peu le parcours de santé où je faisais des analyses, etc. Les médecins ne trouvaient pas du tout ce que j'avais, personne ne pouvait m'aider, j'avais des fatigues inexpliquées, j'étais tout le temps malade, etc. Et en fait, c'est la belle-mère de ma sœur qui est naturopathe et qui l'est toujours et qui l'était depuis très très longtemps, qui a trouvé ce que j'avais, qui m'a fait un travail sur l'intestin, des analyses d'intolérance alimentaire et derrière, ça a changé ma vie. Et je me suis dit, mais pourquoi pas justement creuser. Donc, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'alimentation et au bout d'un moment, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, je me suis reconvertie. J'ai arrêté à ma carrière dans l'hôtellerie. J'adorais ce que je faisais, mais il y avait autre chose qui m'appelait de beaucoup plus fort. J'avais en fait envie de partager mon expérience, que j'avais eu tellement de difficultés à trouver ce que j'avais. Je trouvais que c'était tellement peu connu. Je me dis, bah, c'est génial parce en quelques semaines, 15 jours, 3 semaines, avec un réglage alimentaire, un travail sur l'alimentation et un travail aussi avec des compléments alimentaires pour restaurer l'intégrité intestinale, ça a changé ma vie. Donc, du coup, j'ai pris des études de naturopathie pour commencer. Puis après, j'ai vu que voilà, la physiologie, le physique, c'était quelque chose, mais qu'il y avait à côté de ça quelque chose de beaucoup plus peut-être grand, intéressant. Et je me suis orientée en fin de compte vers toutes les pratiques plutôt psycho-émotionnelles parce que tout est lié, hein, le corps et l'esprit. Hmm. Et j'ai bien vu qu'en le corps, il y avait souvent, voilà, souvent de la somatisation, voilà, peut-être d'un désordre mental, émotionnel. Et j'ai eu envie d'aller dans cette voie-là, au travers de la sophrologie pour commencer. Euh, j'ai fait aussi de la PNL, de l'EFT, de l'MDR, de l'hypnose, dont je me sers beaucoup maintenant. Dernièrement, je me suis formée sur, enfin, pour pouvoir accompagner en fait des personnes hypersensibles parce que bah, je le suis, je l'ai découvert depuis quelques années. Je me dis bah, pourquoi pas justement apprendre et on va dire donner toutes ces techniques pour faire en sorte que les personnes vivent mieux leur hypersensibilité. Donc voilà où j'en suis. Ok, super. C'est un super parcours avec plein de casquettes différentes finalement, et tu peux apporter énormément du coup à tes clientes, patientes en fait, avec toutes les cartes que tu as. C'est incroyable. Bah, écoute, j'adore ce que je fais. Moi, c'est vraiment la passion qui m'anime. Et parfois, en fait, certaines personnes hypersensibles sont ce qu'on appelle des multipotentiels. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'être curieux de tout et de s'intéresser à énormément de choses. Donc, moi, c'est vraiment ce qui me motive depuis 10-12 ans. Sur, en effet, Mm. j'arrête pas de découvrir de nouvelles techniques. Je les adapte, en fait, aux besoins de mes patients. Je les utilise comme une espèce d'énorme boîte à outils. En fonction des besoins, en fin de compte, je vais aller tirer tel ou tel outil pour, on va dire, progresser. Et
voilà, essayer de faire en sorte qu'ils sortent de mieux en mieux et qu'on aille vers plus de mieux-être, en fait. Mmh. Et ouais, j'aime les accompagner de cette manière-là. OK, super. Finalement, ouais, avec tout ce que tu as, à ta disposition, tout ce qui t'a aidé toi aussi, en fait, tu le mets Mmh. au service d'eux, du coup. Ouais, 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 j'ai beaucoup expérimenté, puis j'aime bien, je trouve ça hyper intéressant justement Ouais. d'essayer ces techniques pour voir ce que voilà, la manière dont tu le reçois, ce que ça te fait ressentir et du coup, ça te permet peut-être d'être peut-être plus à même déjà d'en parler et de comprendre les effets et de peut-être de percevoir, si ça peut être en fait adéquat dans telle ou telle situation. Mmh. Mais c'est toujours très riche et dans les métiers de la relation d'aide, l'accompagnement, que ça soit au niveau, physiologique, donc pathologie, plus la naturopathie ou d'autres types de thérapies, en fait, c'est sans fin. Tu peux découvrir des techniques extrêmement intéressantes et il y a toujours quelque chose de nouveau. Il n'y a aucune routine et ça me Mmh. convient beaucoup. Ça Ouais, c'est trop bien satisfait ma ça. curiosité tout le temps. Et tu as utilisé, 2 termes qui sont hyper, importants et très intéressants, celui d'hypersensible et celui de multipotentialité. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer ces 2 termes, histoire qu'on y voit un petit peu plus clair? S'il y a des personnes aussi qui nous écoutent, qui savent pas peut-être, ce que ça veut dire? Bien sûr. Alors l'hypersensibilité, en fait, on est hypersensible. On le devient pas, on est, c'est comme ça. OK. C'est génétique, on va dire, ça se transmet, hein, de génération en génération. Et en fait, c'est un fonctionnement de cerveau différent, c'est-à-dire ce qu'on appelle un neuroatypisme. Euh, le cerveau fonctionne différemment, le système nerveux, en fin de compte, perçoit de manière beaucoup plus forte toutes les émotions et tous les stimuli extérieurs. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'hypersensibilité émotionnelle parce qu'en fait, il y a un ressenti des émotions qui est bien plus fort que la normale. Mmh. Pour tout ce qui est stimuli extérieur, un stimuli extérieur, par exemple, ça va être la lumière, ça va être les sons, ça va être l'odorat, le goût, le toucher. Donc, il y a une perception différente, plus sensible, d'où l'hypersensibilité en fin de compte, des stimuli extérieurs. Donc, c'est comme si on avait des petites antennes en fait assez développées et on capte énormément de choses. Donc, le côté très sympa, parce qu'il y a toujours un côté très sympa, un côté qui l'est moins, comme les deux faces d'une même pièce. Le côté très sympa, c'est qu'en effet, tu ressens énormément de choses, tu perçois beaucoup de signes, ça peut aller jusqu'à avoir une intuition assez forte. Mmh. Et le côté moins sympa, c'est que comme en fait tu es stimulé sans arrêt par ces super antennes, ton système nerveux en fait peut arriver rapidement à saturation. Donc ça peut donner énormément de fatigue en fait nerveuse, émotionnelle, parce que bah, on entend peut-être entre guillemets plus fort que la moyenne. Alors ça peut être un petit peu tous ces stimuli qui sont plus développés que entre guillemets la normale, même si j'aime pas trop ce Mmh. terme-là, l'air classique, on va dire, ou ça peut être un stimuli qui est super développé. Donc, par exemple, ça peut donner des personnes qui sont très, très, très sensibles à la lumière, que ça peut vraiment gêner. Donc, parfois, ils sont obligés de porter des lunettes de soleil où on voit ça gêne tout de suite, trop de lumière, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment dérangeant. De même que, par exemple, pour le bruit, ça peut donner des personnes qui ont beaucoup de mal, en fait, euh, dans des environnements très bruyants, notamment aussi quand il y a la foule, par exemple, ou si tu vas au restaurant avec beaucoup, beaucoup de bruit à l'extérieur, en fait, ça va donner des difficultés à suivre une conversation. Tu vois, parce qu'il va y avoir, on va entendre en fin de compte un petit peu tous les bruits parasites euh, en dehors de la conversation, donc ça va vraiment, vraiment fatiguer. Il y a des odeurs aussi qui peuvent être extrêmement dérangeantes. Voilà, donc c'est très sympa tout ça à condition voilà, d'avoir les techniques, d'avoir les outils pour arriver en fin de compte à équilibrer son système nerveux, arriver à accompagner ses émotions, parce que les émotions ne les gèrent pas. Hein, quand on dit je vais vous apprendre les émotions, ça n'existe pas, parce que les émotions sont là pour nous donner des messages, justement. Et l'idée, c'est d'arriver à les percevoir, à les ressentir, à les écouter, comprendre le message qu'il y a derrière et faire en sorte justement de mieux le vivre. Mais elles sont nécessaires. Elles sont Mmh. nécessaires. Voilà, c'est ce que c'est l'hypersensibilité, on va dire, émotionnelle. Et il y a plein de formes de neuroatypisme, c'en est un. Tu vois, tu peux aller de l'hypersensibilité au potentiel émotionnel. Mmh. Ça peut être aussi le potentiel intellectuel, ça peut être l'hyperémotivité, l'hyperempathie, les personnes qui sont qualifiées de zen. Maintenant, on a plein de termes en fait pour qualifier, on va dire, des perceptions différentes du monde qui nous entoure.
OK. Et c'est Ah juste bah, ça. tu vois, ça, je savais pas, finalement que tous ces termes, en fait, c'était, lié, à tout ça, en fait. C'est du neuroatypisme, en fait, Ouais, il y a voilà, pas mal de formes de neuroatypisme différentes OK, avec toujours, ses points forts et ses points faibles bien sûr. l'idée c'est d'arriver à, voilà, quand ça pose problème et souvent malheureusement, en tout cas je parlerai de l'hypersensibilité, ça peut être vécu comme une faiblesse alors que c'est une grande force. À partir du moment déjà où on sait, on apprend à se connaître et on a des techniques et des outils pour justement arriver à faire de ces stimuli en fait des super antennes et les mettre au service des autres et ça c'est Mmh. formidable. Et j'ai une question qui m'est venue pendant que tu parlais, est-ce que du coup une personne hypersensible, hem, est est-ce qu'une personne hypersensible est forcément introvertie? Ou est-ce Ah, qu'elle pas forcément. OK. Oui, pas forcément. Alors, ça va être en fait, ça va donner, enfin, les traits de caractère peuvent être extrêmement différents, en fait. On peut avoir des personnes hypersensibles qui sont, par exemple, hyperactives. Donc dans ces cas-là, souvent l'hyperactivité, ça engendre quand même on va dire un caractère plutôt ouvert à l'extérieur, en tout Mmh. cas très expressif, très ouvert, il y a vraiment, en fin de compte, des hypersensibles qui sont, au contraire très empathiques, hyper empathiques, qui sont très curieux de tout et qui ont cette capacité, en fait, de communiquer, de manière très innée, parce qu'ils ont une intelligence de la parole, de la communication qui est juste innée et donc OK. ça peut donner, en fait, des profils assez volcaniques, assez expressifs, heu voilà, parfois on peut malheureusement, si c'est mal diagnostiqué, prendre certaines personnes qui ont un fort potentiel d'hypersensibilité pour des personnes un peu bipolaires. Parce qu'en effet, ça peut Mmh. donner des up and down émotionnels. Donc, quand on est dans une émotion extrêmement forte, parce que c'est ça, cette hypersensibilité, c'est qu'on ressent les choses beaucoup plus fort, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Donc, quand on est dans ces espèces de up émotionnel, on est capable de s'émerveiller de tout, d'un petit papillon qui passe, d'un paysage absolument génial ou d'une personne qu'on trouve absolument formidable. Donc, ça donne voilà, peut-être des réactions émotionnelles assez, euh, qui pourraient être qualifiées d'hors normes, entre guillemets. Qu'est-ce que la norme, hein, Ouais. toujours. Voilà. Et donc, ça peut donner ce type on va dire, de profil. Et de même qu'on a des hypersensibles qui sont extrêmement discrets en termes de profil, qui sont très intériorisés parce que parfois, justement, cette hypersensibilité n'est pas toujours bien vécue et les ressentis sont tellement forts à l'extérieur parce qu'on capte tous les ressentis des uns des autres, l'atmosphère d'une pièce, l'environnement extérieur. Donc, ça peut extrêmement, on va dire, fatiguer Mmh. et quelque part nous obliger en fait à nous mettre en retrait du monde extérieur pour arriver à se régénérer et à justement rééquilibrer ce système nerveux. Donc il y a toute une stratégie en fait à mettre en place pour arriver à, on va dire, déterminer ces déclencheurs déjà sensoriels, pour qu'on réagit, pour essayer de minimiser, pour faire en sorte que ça ne nous sature pas tout de suite, parce qu'en effet, si on se sent submergé, on peut avoir cette tendance en fait à avoir besoin en fait de s'isoler Mmh. de se mettre vraiment en retrait de l'extérieur. Donc, c'est vraiment des facettes qui sont multiples en fait, hein. Ouais. Mais les émotions, elles peuvent être tellement fortes, ça peut vibrer tellement fort à l'intérieur qu'en effet, ça c'est merveilleux. Mais quand on est dans une phase plutôt down, avec peut-être des problématiques, du stress, beaucoup d'anxiété, parce que tous ces stimuli extérieurs peuvent générer beaucoup d'anxiété, quand on doit gérer ça, ça, malheureusement, c'est la face de la pièce qui est un peu moins sympa. Mais il y a des techniques, il y a des méthodes. Et voilà, ce qui est génial, c'est avec toutes les techniques de thérapie, que ce soit des respirations, toutes les pratiques thérapeutiques dont on Mmh. dispose maintenant, on peut quasiment tout faire, en tout cas rendre le quotidien beaucoup plus agréable. OK, super. Avant de passer, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste nous rappeler la définition rapide de, multipotentiel? Alors, multipotentiel, en fait, c'est la capacité à s'intéresser à tout. Donc, c'est une curiosité naturelle d'esprit qui souvent, en fin de compte, est liée en fait à ce fonctionnement du cerveau un petit peu particulier qu'ont les hypersensibles et les neuroatypiques d'une manière générale, c'est-à-dire avoir un cerveau en arborescence. Le cerveau en arborescence, c'est avoir en fait une pensée qui va dériver sur une autre pensée, qui va dériver sur une autre pensée, comme un petit singe en fait qui monterait dans un arbre et qui va aller de branche en branche avec beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Donc ça foisonne d'idées, ça foisonne
d'envie de découverte. Et souvent, le cerveau du neuroatypique, en fait, est nourri par l'apprentissage. Souvent, on a besoin d'apprendre, on a besoin de s'intéresser. C'est ce qui va aussi en même temps nous réénergiser. Et et trop de pensées aussi, parce qu'il y a énormément de pensées qui se bousculent à la minute, ça va en même temps fatiguer. Donc, tout ça, c'est très subtil, en fait, comme fonctionnement de cerveau. C'est-à-dire, il faut à la fois être dans la découverte et dans l'apprentissage, mais en même temps, il faut arriver à essayer, on va dire, pas de calmer le flot des pensées, mais faire en sorte qu'elles soient un petit peu fluides. Et donc, ce cerveau qui est extrêmement curieux, extrêmement vif, où les connexions neurales se font très, très vite, et ça peut partir, on part d'un point A, ça va arriver à un point Z, et les gens vont dire, mais par où t'es passé pour en arriver là? Ça n'a aucun rapport. Et quand tu rentres l'arborescent, tu dis, ah d'accord, mais ça peut aller très, très loin. Et du coup, cette capacité de s'intéresser à beaucoup de choses et de curieux de tout, en fait, ça me permet aussi peut-être d'apprendre, d'étudier de nombreux domaines qui peuvent être différents ou connexes, mais d'avoir cette capacité en fait à les creuser et à étudier et à connaître en fait de nombreuses techniques, de nombreux domaines et d'être plutôt assez performant dans pas mal de choses. Ok, Parfois, et ben on parfait. aurait, on aurait tendance à penser, pardon, excuse-moi de t'interrompre, Vas-y. une personne fait ça en effet, donc elle est spécialiste dans son domaine et si elle fait des choses très différentes, on pourrait, on va dire, avoir cet automatisme de dire c'est pas possible qu'elle soit bonne dans ça, ça, ça. Non, bon, c'est complètement faux. On peut être expert dans plusieurs domaines. Ça dépend en fait de la manière dont fonctionne notre cerveau. Des personnes qui sont spécialistes dans un seul domaine qui vont aller fouiller très 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 loin dans ce domaine-là. Et il y a certains hypersensibles qui sont comme ça, qui vont de détail en détail, de manière extrêmement pointue, qui vont connaître un sujet mais extrêmement poussé. Il y a d'autres personnes qui, justement, vont avoir des connaissances assez pointues aussi sur pas mal de sujets parce que tous les patients, tous les intéressent, ils ont besoin de nourrir ce cerveau comme ça. Waouh, c'est incroyable parce que du coup, ils peuvent avoir des connaissances sur tout, sur plein de choses et c'est hyper riche en fait. Ça peut, ça peut. Ouais. C'est fatigant pour le cerveau en même temps, hein, parce que voilà, on a beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, etc. Mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse de la vie. Ça, c'est merveilleux, tu vois, Mm. de pouvoir avoir ça, en fait. Tout dépend comment on gère, en fin de compte, son atypisme et sa spécificité. Ouais, bien sûr. Du coup, après, c'est quelles clés tu as pour gérer ça, comment tu mets en place et comment tu utilises ces clés aussi, parce qu'il faut savoir les utiliser, j'imagine. C'est pas toutes les avoir. C'est de la pratique avant Ouais. toute chose. C'est vraiment de la pratique, mettre des routines en place, trouver les techniques qui nous conviennent parce qu'on est tous différents. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir ce qui correspond véritablement, ce qui apporte du mieux-être, en tout cas qui peut nous améliorer dans nos problématiques, si c'est une problématique. C'est vraiment ça. Et du coup, tu nous parlais de voir bien comme il faut les 2 côtés de la pièce. Quand même, il y a des phases, top, mais il y a des phases de down et c'est un peu du coup la thématique du podcast, c'est, de rappeler aux femmes en fait qui nous écoutent, donc mon audience, que, bah, derrière la casquette de coach, il y a des femmes en fait qui sont comme tout le monde avant tout et qui ont aussi des phases de down du coup. Est-ce que tu veux bien nous partager, une expérience un peu difficile que tu as vécue, peut-être du coup en lien avec, l'hypersensibilité, j'imagine? Et Mhm. comment tu l'as surmontée? Alors, écoute, l'expérience qui me vient là, c'est justement mon expatriation à Lisbonne. OK. Euh, il y a 2 ans. C'était entre les deux confinements. Alors, ça a été un moment super difficile pour moi en même temps et à la fois un moment merveilleux. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai vécu pendant le confinement, le déconfinement, en fait, j'étais avec quelqu'un et malheureusement, l'histoire s'est mal passée. Donc, il y a eu OK. rupture après le déconfinement et je me suis retrouvée donc à Lisbonne chez ma meilleure amie avec son mari en vacances. J'habitais à Paris encore à l'époque et voilà, je me remettais gentiment. En fait, ça m'avait quand même mis un bon coup et tout. Et j'étais un petit peu perdue, etc. Je savais pas trop quoi faire. J'avais déjà dans l'esprit de bouger de Paris parce que ça ne me convenait plus en termes d'environnement. J'avais besoin de me ressourcer d'ailleurs. Quand on est hypersensible, on a beaucoup besoin de se connecter à la nature pour retrouver de l'énergie, de l'apaisement, de la sérénité. Et
malheureusement, Paris ne faisait plus du tout le job. Ouais. Surtout que j'avais eu la chance d'aller confiner en fait en Bourgogne chez mes parents à la campagne. Donc au retour, j'ai bien compris la grande différence. On s'habitue, comme on s'habitue à tout, même si c'est pas forcément, en fin de compte, ce qu'on appelle notre milieu d'élection, c'est-à-dire le milieu dans lequel on se sent mieux. Mmh. Et, et donc j'étais toute triste, pas bien. Grosse question de sens de ma vie, qu'est-ce que je fais, etc., dans quelle étagère. Et puis mes amis m'ont dit, mais pourquoi tu viendrais pas habiter avec nous à Lisbonne? Tu peux venir bosser maintenant. C'est vrai que grâce au Covid, entre Ouais. guillemets, j'ai pu faire de la téléconsultation, donc du coup, travailler un petit peu partout dans le monde, ce qui n'était pas le cas avant. Ça existait très, très peu, c'était Oui. pas du tout fréquent. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas, finalement, faire le grand saut, et aller dans une nouvelle ville, parce que je sentais en fait que Paris ne pouvait plus apporter en fait ne pouvait plus remplir mes besoins. Euh, Quand on est hypersensible, la plupart du temps, en fait, on a besoin de beaucoup de stabilité pour justement, on va dire, qu'il y ait un système nerveux, ça nous rassure, puisque à trop de stimuli, trop d'émotions, on peut être facilement, en fait, parfois versé dans l'anxiété. Moi, ce qui est mon cas, je suis une grande anxieuse de nature et en fonction de ma forme physique, on va dire ça va s'amplifier ou ça va s'améliorer. Donc, forcément, tout gros changement, il y a un déménagement, c'en est déjà un. Ouais. Au niveau du stress mondial, c'est le numéro 3. Après, le deuil. Mariage et divorce, c'est au même niveau. C'est assez rigolo. OK, Et ouais. et troisième, c'est le déménagement. Et quand tu déménages en plus, moi, c'était ma première expatriation. Tu déménages seule suite à une rupture dans un Mmh. pays de langue inconnue. Ouais. Parce que voilà, c'était le portugais, c'était pas du tout, enfin, j'ai pas du tout appris ça à l'école et je ne maîtrisais pas du tout. Et puis, OK, bon, le challenge est pas mal. Ça me faisait à la fois très, très peur et très envie. Et je lui dis: «Bon, bah, écoute, OK, tu vas retrousser tes manches, tu vas, on va dire, aller, chercher toutes tes ressources et voir comment justement tu peux utiliser en fin de compte tes super centaines d'hypersensibles. Comment ces ressources-là, tu vas en faire en fin de compte des forces plutôt que de te laisser envahir par l'anxiété qui, on le sait, parfois nous bloque, en fait, nous inhibe complètement, nous empêche d'avancer. On reste dans notre soi-disant, zone de confort. Et moi, j'aime pas trop ce terme, c'est plutôt une zone de sécurité, parce que Mmh. cette zone de confort, souvent, elle est inconfortable. Mais c'est pas pour autant qu'on a envie de la quitter. Notre mental nous fait rester dans cette zone-là. Je dis là, ça suffit, on sort de sa zone de sécurité, on y va. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment je peux utiliser en fait mon hypersensibilité au service de cette adaptation, de cette nouvelle vie, de ce déménagement. Sachant qu'en plus de ça, en fait, j'ai quitté la France. On fermait en fait les frontières 36, c'est-à-dire que j'ai pris un des derniers avions pour partir au Portugal. Mon camion était parti la veille, donc tout s'est fait parce qu'il y avait l'annonce du président pour reconfiner, enfin dans un stress maximum. Dans ces cas-là, hypersensible en général pète un plomb. Hein. Je suis non, ça suffit. On va pas aller dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on fait? On se recentre et on va aller chercher justement cette capacité d'adaptation, de résilience qui est assez propre à l'hypersensibilité. Et donc, le cerveau en arborescence, il a bien joué son rôle, c'est-à-dire, voilà, à chaque problème, il existe une solution et boum, 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 boum. Le chemin s'est tracé de manière assez fluide. J'ai fait confiance aussi à mon intuition, à ma capacité d'adaptation aussi. Et j'ai fait jouer mon réseau. Et dans Mmh. ces cas-là, c'est aussi important, c'est oser demander, oser communiquer, arriver à poser ses besoins, dire ses besoins, demander de l'aide aussi, ce que moi j'ai toujours eu du mal à faire en fait jusqu'à présent. Et cette expérience, ça a vraiment stimulé ça, et ça m'a poussé en fait dans mes retranchements. Et donc voilà, ça a été une expérience qui était transformatrice parce que du coup, ça s'est fait très, très rapidement en 2 mois. J'avais tout réglé à Paris, je partais, je poussais presque mes affaires dans l'avion, enfin dans l'avion et dans le camion pour arriver à quand même partir de France. Et Ouais. je suis arrivée au Portugal. Et là, j'ai pu voilà, commencer à m'étendre. Après, il faut, pareil, retrousser ses manches. Euh, et, et faire appel à toute l'énergie, toute la motivation que tu peux avoir en fin de compte, parce qu'arriver dans un pays de langue étrangère avec des formalités administratives, c'est pas toujours facile. Tu as connu le Ouais. Portugal, Ouais. c'est pas le plus évident en termes d'administration. Et là, pareil, euh, bah, le-
faire appel à son réseau, demander, faire preuve d'abnégation, jamais lâcher, être hyper motivé. Tout ça, ça m'a servi en fin de compte. Et avec toujours, en fait, ce que j'ai toujours utilisé, c'est je me suis servi beaucoup de mon intuition par rapport aux endroits, aux gens, aux choses. Je le sens pas et finalement, en fait, ça m'a mis tout naturellement sur le chemin. Et à partir du moment, en fin de compte, j'ai écouté ça, je me suis positionnée de cette manière-là. Ça a été hyper facile. C'était les autoroutes, tu vois, tout s'est ouvert. En fait, je me suis retrouvée avec les bonnes personnes. J'ai un couple d'amis que je connaissais d'avant qui m'a accueilli. J'étais juste à côté de chez eux. Enfin, et tout s'est ouvert, le réseau. Tout le monde a vraiment partagé ça. Je suis quelqu'un qui est plutôt empathique. Mmh. J'essaie d'être gentille la plupart du temps. Et en fait, on n'est jamais trop gentil parce que finalement, ce que tu donnes, tu le reçois. Et au Portugal, j'ai vraiment ressenti ça en fait. C'est qu'il y avait du partage, de l'ouverture, avec une arrivée un petit peu précipitée. Et 2 mois après, nous, on confinait au Portugal. C'est-à-dire que j'ai eu 2 mois de pseudo-liberté parce que ça n'en était pas vraiment, de découverte. Et après, en fait, on s'est mis dans un confinement qui était très dur. Et heureusement, justement, que j'avais déjà réussi en 2 mois à demander à tisser ce réseau d'entraide parce que ça m'a Mmh. beaucoup servi après, vraiment. Et donc, je me suis servi de tout ça, tu vois, pour arriver à avancer très rapidement, passer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Et vraiment, le Portugal et les amis que je me suis fait ici, le réseau, m'a ouvert les bras, vraiment. Mais on est un peu en mode survie, tu sais, quand tu changes de pays dans une langue étrangère avec un confinement à la clé où tu es un petit peu serré comme ça avec tes short time, c'est vraiment, pour moi, c'était quasi la survie, quoi. Et j'ai pas eu le Ouais. choix de dire, allez, on n'écoute pas son anxiété, on y va. Et on retrouve de l'énergie, tu as des ressources insoupçonnées, en fait, dans ces cas-là. Tu vois, et tu découvres de belles choses et tu dis, OK, ça, je l'ai fait et je peux vraiment en être fière, tu vois. Et donc, c'était une très belle expérience et ça continue. Et à ce moment-là, du coup, au moment, du déménagement, au moment où, bah, tu arrives dans ce pays que tu connais pas, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui Mmh. se joue en toi? Ah, beaucoup de peur, beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, parce que ça aussi, c'est propre un petit peu propre à l'hypersensibilité, le doute constant, le problème de faire des choix. Et ça peut être accentué justement par cette perte de repères, puisqu'on a, quand on change en fin de compte de configuration d'environnement, de pays, ben, on a comme une perte de repères. C'est ça qui était le plus difficile pour moi, donc pour me stabiliser, pour me rassurer, pour travailler sur cette sécurité en fait intérieure. Mais OK. c'était ça qui se jouait à l'intérieur de moi. C'est comment je vais trouver ma place, comment prendre sa place dans un pays étranger, où la Mmh. famille est loin. J'avais quand même quelques amis, donc je me suis jamais sentie complètement seule et je les remercie infiniment de m'avoir aidée, accueillie. Mais comment, tu vois, comment prendre ta place dans une nouvelle vie, alors que tu traverses une période émotionnelle qui est pas facile. Toi, c'était quand même dans le cadre d'une rupture où je me remettais de cette rupture-là et il fallait vraiment que j'envoie, quoi. J'avais pas le choix. Et pareil au niveau professionnel, je savais qu'il fallait aussi que je recrée quelque chose et je mette un petit peu le paquet aussi sur recréer un environnement professionnel qui puisse me Mmh. permettre de rester dans mon pays d'adoption que j'adore. Et du coup, tu nous as déjà donné pas mal de tips, dans tout ce que tu nous as expliqué, mais comment est-ce que tu as fait finalement? Qu'est-ce qui t'a permis de surmonter, bah, cette étape? Déjà, la croyance que tout est possible, toujours. Mmh. Mais à partir du moment où tu as cette croyance fondamentale que tu vas y arriver, que tu vas trouver des solutions, qui suivent juste à un moment donné, OK, là, il y a la réflexion, mais à un moment donné, en fait, c'est se poser intérieurement, retrouver la paix, le silence. Et souvent, en fin de compte, on a l'inconscient qui vient à notre rescousse et qui nous aide, l'intuition aussi, pour nous amener des solutions à partir du moment où on arrive à retrouver la paix intérieure. Donc, mais cette paix intérieure, en fait, on l'a à partir du moment où on a la croyance que on va trouver des solutions. Sinon, tu as tendance à paniquer, à t'éparpiller. En fin de compte, on pourrait faire du surplace, malheureusement, et pas vraiment avancer. Donc, c'est arriver à trouver en fin de compte de la sécurité intérieure, de trouver cet état de paix, s'arrêter, se poser et arriver en fin de compte à matérialiser en fait des solutions. Donc ça m'a, c'est ce qui était fondamental pour moi, cette croyance-là de me dire j'allais y arriver, il y a pas d'obstacle impossible à dépasser en fait. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi,
c'est d'observer en fait la solidarité OK. que j'ai pu en fait trouver au Portugal. De me dire, bah ouais, en effet, les gens sont hyper solidaires. Tu vois, je connaissais pas vraiment le monde de l'expatriation jusqu'au moment où je l'ai vécu. Et en effet, c'est ce qu'on observe. Tu vois, on est vachement, on s'entraide, il y a un accueil les uns les autres. Enfin, Mmh. c'est vachement fort ça, tu vois. Et que moi, j'avais pas l'habitude de vivre en fait sur des vies établies parisiennes, et pas vraiment dans le même. Même si j'avais la chance d'avoir pas mal d'amis à Paris, etc. Il y a des réseaux et c'était déjà formidable, mais c'est pas ce moteur, tu vois, cette puissance en fin de compte de solidarité qu'on peut trouver en fin de compte dans cette capacité enfin dans l'expatriation. Mmh. Et ça, c'était vraiment important. Et ce que j'ai pu aussi, tu vois, constater, même si je le savais en fait de ma pratique, mais de ce que j'ai vécu, c'est que bah, de prendre soin de son corps, parce que c'est quand même le corps qui porte, tu vois, dans ces moments, parce il faut de l'énergie, tu as pas mal de choses à faire et tu dois être dans l'action, etc. Prendre soin de mon corps, c'était primordial en fin de compte. Parce que je pense que si j'avais pas fait ça, pas grâce aux techniques que je maîtrise, bah, j'aurais pas pu en fait faire tout ce que j'ai accompli Mmh. aussi rapidement et de manière aussi qualitative, tu vois? J'aurais pu, rester, sur le bord de la route et ou au bord de la frontière, ça aurait été dommage. Mais prendre soin de son mental, c'est hyper important. Prendre soin de son corps, ça l'est tout autant. Tu vois, on a vraiment 2 fidèles coéquipiers dans notre vie et c'est Mmh. ça. Et si on en néglige l'un au détriment de l'autre, etc., ça va pas. La machine, en fait, elle va bien. Et à partir du moment où tu t'occupes des 2, et ça, Mmh. c'est formidable, tu vois? Et toujours, en fait, oui, en fait, faut faire en sorte que l'âme ait envie de rester dans ton corps et c'est vraiment ça, c'est prendre soin de ton corps pour faire que l'âme ait envie d'y rester. Et c'est ça la clé. C'est ce qui te permet d'accomplir quelque chose, enfin, quelque part des choses qui sont peut-être un petit peu hors normes, quand tu as des challenges un peu straight, un peu serrés, ou alors d'accomplir des choses que tu pensais ne pas être possibles. Et ça, c'est Mmh. chouette de pouvoir observer finalement que tu arrives à dépasser tes capacités. Ouais. J'aime beaucoup cette image de prendre soin de son corps pour que ton âme ait envie d'y rester, c'est hyper parlant et du coup, tu dis que tu as pu prendre soin de ton corps, grâce à des techniques que tu avais. Qu'est-ce que tu as mis en place pour, prendre soin de ton corps dans ce moment-là? Alors, tu sais, j'ai tout simplement, suivi ce que j'ai l'habitude de conseiller à mes patients. Bah, déjà, c'est l'alimentation, avoir une alimentation assez équilibrée avec beaucoup, en fait, de produits frais, notamment des fruits et des légumes crus, parce que c'est ce qu'on appelle la nourriture énergétique, hein. Savoir qu'à partir du moment où il y a cuisson, en fait, de ces aliments, il y a toujours une déperdition des nutriments essentiels. À partir du moment où tu manges du cru dans ton alimentation au maximum, bah, tu as quand même vachement plus d'énergie, tu vois? C'est ce qui te porte et puis après avec une nourriture équilibrée, voilà, c'est ce qu'on fait en naturopathie. On est sur des aliments énergétiques, équilibrés. J'ai accompagné ça de compléments alimentaires parce que voilà, on est dans une même si on fait très attention à son alimentation, on ne peut que malheureusement constater des carences nutritionnelles parce que les valeurs nutritionnelles des aliments ne sont plus ce que c'était il y a très longtemps. Donc c'est ce qui soutient, tu vois? Un soutien du système nerveux aussi avec, des compléments alimentaires comme un très bon magnésium, des oméga 3 par exemple. On peut booster comme ça avec des plantes adaptogènes comme la rhodiole, comme l'ashwagandha pour t'aider justement à mieux résister au stress et avoir plus de résistance physique. Donc, on joue sur tous ces tableaux-là. Les huiles essentielles aussi m'ont beaucoup aidé pour calmer justement parfois quand ça commençait à partir dans les tours, là, ce cerveau très actif parfois où justement ça peut donner, alors ça peut donner super idées, mais ça peut aussi donner pas mal de rumination mentale. Et là, dans ces cas-là, tu as des huiles essentielles comme l'huile essentielle de lavande vraie, par exemple, à respirer de manière très simple, qui calme instantanément, en fin de compte, ce système nerveux un petit peu trop, un peu trop agité. Et la pratique sportive, beaucoup, pour justement avoir ce corps dense, un corps qui est dans la matière, qui est dense, c'est ce qui te porte au niveau de la force, et pas mal de respiration. Ça, c'est de la sophrologie, tu vois, de l'auto-hypnose, mais la respiration, c'est pareil, c'est fondamental. C'est justement pour Mmh. être en capacité de trouver bah, cet état de paix intérieure où tu te retrouves, tu te recentres et tu es dans la paix. Et c'est là où tu peux vraiment écouter ton intuition où ton cerveau, conscient, inconscient, peut t'amener en fin de compte à avoir des idées, des solutions à partir du moment où justement tu n'es plus dans l'agitation mentale.
Et ça, c'est par des techniques de breathwork, de sophrologie, d'auto-hypnose que l'on peut arriver à ça. Et puis des petites choses en énergétique aussi, parce que ça marche bien. OK, super, merci pour tous ces conseils, c'est Ouais. hyper riche et je vais te compliquer la tâche. Si tu ne devais donner qu'un conseil, à toutes les femmes qui nous écoutent pour, surmonter des moments, difficiles quand, tu es hypersensible, ce serait quoi ce conseil? Juste un. Alors, ce conseil justement, c'est de retrouver les pattes intérieures en fait en respirant, faire comme une respiration qui correspond à un soupir. C'est-à-dire, tu vas faire plusieurs séries de respirations. Ça mène en fait à un état intérieur qui est un état de tranquillité, puisque souvent quand on a vécu une étape difficile, qu'on soupire derrière, tout se relâche, tu vois. Donc on passe sur un système nerveux qui est capable en fin de compte d'être en mode ce qu'on appelle parasympathique, Mmh. le mode de guérison du système autonome. Et ça nous met tout de suite dans des états de sérénité. À partir du moment où on retrouve cet état, on est capable en fin de compte d'accomplir de grandes choses. Donc c'est cette toute petite technique, c'est à faire des respirations comme ça du soupir pour retrouver, on sent au fur et à mesure que l'on soupire, on fait ces respirations donc volontaires conscientes du soupir, on sent à l'intérieur de soi que les choses commencent à se relâcher, notamment au niveau du ventre. Et c'est là où on peut commencer en fait dans cet état de paix, d'intériorité, qui va nous permettre en fin de compte d'arriver à faire face en fait à tout ce qui peut arriver. Et avoir toujours en tête en même temps que de trouver cet état de paix, que tout est possible. C'est vraiment cette croyance qu'il y a toujours une solution à tout. Un problème, c'est seulement la perspective d'une solution et que voilà, tout est possible. Et qu'en activant tout ça, en fin de compte, tu vas pouvoir, on va dire, commencer à créer des synchronicités dans ta vie qui vont faire que tu vas trouver des solutions qui vont arriver tac, 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 partout. Dans cet Mmh. état de paix, avec cette croyance que tout est possible, tout commence à s'activer dans l'univers. Super, merci Voilà, beaucoup pour ce conseil et pour finir le je t'en podcast, prie. où est-ce que, peuvent, te retrouver les femmes qui aimeraient échanger avec toi d'hypersensibilité ou de naturopathie ou de sophrologie Ou d'hypnose, bien sûr. ou Alors sur d'hypnose? mon site internet, ouais, qui s'appelle naturobliss.com, naturo comme la nature, bliss comme le bien-être, donc naturobliss.com, ou alors sur Instagram. Donc c'est mon nom, c'est claire.colson, donc c'est COLSON, naturobliss avec deux S à la fin. Et sur Instagram, on trouve assez facilement. Génial, je mettrai tous les liens, dans la description, comme ça elles pourront te retrouver, plus facilement. Et ben, merci beaucoup pour, ce moment d'échange. C'était hyper riche et hyper intéressant. On a, un panel de conseils, pour, passer à l'action et surtout pour, surmonter, un moment difficile, pour les personnes hypersensibles, donc c'est top. Merci beaucoup Claire. Les autres, Et parce que les c'est autres. ce qui convient à l'hypersanté, en fait, convient à tout le monde. Donc, c'est juste génial. En tout cas, merci à toi de m'avoir invité à pouvoir échanger. J'espère justement que ça pourra donner des clés de mieux-être, en fait, à toutes les personnes qui t'écoutent. Merci beaucoup Claire, à très bientôt. À bientôt. Merci.